Bonjour, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour un tutoriel un peu spécial. Nous allons répondre aux questions les plus fréquemment posées par nos abonnés à propos des moteurs pas à pas. Alors, parmi vos nombreuses interrogations, 4 grandes questions reviennent régulièrement. La première, quelle est la différence entre un système de contrôle de moteur pas à pas en boucle ouverte et un système à boucle fermée? Et surtout, quels sont les avantages d'utiliser un retour codeur dans ce système? Ensuite, nous verrons comment un système en boucle fermée peut réduire le risque de surchauffe d'un moteur et ainsi prolonger sa durée de vie. Une autre question fréquente concerne les micropas. Vous avez peut-être remarqué un tableau sur votre driver qui en parle. Mais qu'est-ce qu'un micropas? Quel est son rôle dans le contrôle des moteurs pas à pas? Je vais essayer de tout vous expliquer. Et enfin, nous nous intéresserons à la manière dont un encodeur suit la position d'un moteur et nous verrons les différences entre un encodeur incrémental et un encodeur absolu. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour obtenir toutes les réponses à vos questions. Et comme toujours, si vous avez d'autres questions ou des suggestions pour les prochains tutos, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Alors commençons à répondre à vos questions. Nous allons donc commencer par traiter de la première question, qui est la suivante. Quelle est la différence entre un système de contrôle à boucle ouverte et un système à boucle fermée? Pour illustrer cela de manière ludique, voici une petite image humoristique. D'un côté, nous voyons un driver avec les yeux bandés, représentant le système à boucle ouverte. De l'autre, un driver portant des lunettes avec un câble qui retourne au moteur, symbolisant le système à boucle fermée. Cela montre bien que dans un système à boucle ouverte, le driver avance à l'aveugle, tandis que dans un système à boucle fermée, il reçoit un retour d'information en temps réel, grâce à l'encodeur. Le codeur, monté à l'arrière du moteur, envoie des informations précises sur la position du moteur au driver, permettant à ce dernier de corriger les écarts et d'ajuster le mouvement du moteur en conséquence. Bien entendu, pour bénéficier de ce retour d'information, il faut encore que votre driver soit compatible avec ce type de configuration. Et ce n'est pas le cas de tous les modèles de driver. Alors voyons d'abord le principe de fonctionnement des moteurs pas à pas. Ces moteurs, largement utilisés dans les applications nécessitant un positionnement précis, fonctionnent traditionnellement en boucle ouverte, comme illustré sur ce schéma. Nous pouvons observer que la carte contrôleur, ou éventuellement un automate, envoie des impulsions au driver. Ce dernier alimente ensuite les bobines du moteur pas à pas, permettant ainsi au moteur de se déplacer. Un capteur de fin de course, ou des fibres optiques, situé près du moteur, détermine la position d'origine. Le principe est le suivant. Le châssis, ou le système en question, est déplacé jusqu'à son point d'origine, grâce à ce capteur. Qu'il s'agisse d'un capteur de fin de course, de fibre optique, ou d'un autre type de capteur. À ce moment-là, le système électronique enregistre cette position comme point d'origine et tous les calculs de déplacement ultérieurs sont effectués à partir de cette position établie. Cependant, en l'absence de retour d'information directe sur la position réelle du moteur, ou plus précisément sur la position réelle du châssis entraîné par le moteur, le système ne peut pas vérifier si le moteur a effectivement atteint la position souhaitée. Cette approche peut fonctionner de manière fiable tant que les conditions restent stables, mais elle présente des risques en cas de variation inattendue de la charge mécanique. Par exemple, si le moteur rencontre une résistance plus importante que prévu, cela peut entraîner des pertes de pas. On voit bien, dans ce schéma, que le cerveau central du système est la carte Arduino. Cette carte effectue tous les calculs pour les déplacements et génère les impulsions. Le driver, quant à lui, suit simplement les instructions de l'Arduino. Il ne peut rien faire d'autre que recevoir des signaux de commande de la carte contrôleur et générer des déplacements en fonction des impulsions reçues. Bien sûr, il peut réagir à d'autres commandes, comme inverser le sens de rotation, mais il reste passif dans ce système. Alors sur cette image, nous comparons deux drivers pour les moteurs pas à pas, le DM860H et le HBS86H. Pour déterminer si un driver est conçu pour fonctionner en boucle ouverte ou en boucle fermée, un simple coup d'œil au bornier peut vous donner la réponse. Le DM860H à gauche est typiquement utilisé pour un contrôle en boucle ouverte. Si vous examinez ces borniers, vous remarquerez qu'il dispose des connexions de base pour recevoir les commandes telles que pulse plus, dire plus et enable plus. Ces connexions suffisent pour piloter un moteur sans retour d'information. Mais il n'y a aucune borne pour connecter un codeur, ce qui signifie qu'il ne peut pas fonctionner en boucle fermée. A l'inverse, le HBS86H à droite est conçu pour un contrôle en boucle fermée, et cela se voit immédiatement sur ses borniers.
En plus des connexions standards, vous trouverez des bandes spécifiques pour un codeur, qui permet de recevoir des informations sur la position réelle du moteur. Grâce à ces connexions, le driver peut corriger en temps réel toute déviation, garantissant ainsi une précision optimale. Il est également important de noter que ces drivers sont destinés à des moteurs pas à pas assez conséquents. Mais les mêmes principes et différences peuvent être trouvés sur des drivers de plus petite taille. Même pour des moteurs de plus petites envergures, on trouve des versions en boucle ouverte et en boucle fermée avec des distinctions similaires sur les borniers. Enfin, bien que le HBS86H offre plus de fonctionnalités, notamment pour un contrôle en boucle fermée, la différence de prix entre ces deux modèles reste relativement faible. Le DM860H est généralement proposé entre 25 et 30 €, tandis que le HBS86H peut se retrouver entre 30 et 35 € en fonction des fournisseurs et des frais de livraison. Cette faible différence de prix peut justifier l'investissement dans un modèle à boucle fermée, bien évidemment. Maintenant que nous avons vu comment reconnaître un driver capable de travailler en boucle fermée, examinons les avantages et l'utilisation de ce système. Un système à boucle fermée repose sur l'utilisation d'un retour encodeur. Dans ce type de configuration, l'encodeur permet de surveiller en temps réel la position du moteur et de corriger immédiatement toute déviation, garantissant ainsi que la position commandée est précisément atteinte, même sous des charges variables. Voyons en détail les avantages que l'encodeur apporte dans un système à boucle fermée. L'encodeur monté à l'arrière du moteur est un dispositif passif qui mesure la position angulaire du moteur et transmet ces informations au driver. L'encodeur ne fait que fournir des données brutes sur la position réelle du moteur en temps réel, sans effectuer d'analyse ou de détection lui-même. C'est le driver qui compare les données reçues du codeur à la position commandée initialement. Si le driver détecte une différence entre la position commandée, basée sur les impulsions envoyées, et la position réelle fournie par l'encodeur, il envoie des impulsions supplémentaires pour compenser les pas manquants. Cette correction se fait généralement à la fin de la séquence du mouvement. Dans certains systèmes plus avancés, le driver peut ajuster le mouvement du moteur en temps réel en se basant sur les données reçues de l'encodeur, bien que cette méthode de correction d'erreur soit quand même moins courante. Alors que la correction soit effectuée en fin de mouvement ou en temps réel, c'est le driver qui, grâce aux informations fournies par l'encodeur, garantit que le moteur atteint la position commandée avec précision, même en présence de perturbations mécaniques. Pour comprendre plus en profondeur ce que fait réellement le driver et comment les interréactions entre les différents composants réagissent, eh bien, analysons le processus de régulation plus finement. Le driver reçoit des impulsions de commande provenant du générateur de trajectoire, qui peut être une carte Arduino, un automate programmable ou tout autre microcontrôleur. Ces impulsions spécifient la position finale que le moteur doit atteindre ainsi que la vitesse à laquelle il doit y parvenir. Ensuite, nous avons le contrôle de position, également appelé position loop ou boucle de position, qui joue un rôle important dans un système de contrôle de moteur pas à boucle fermée. Voici comment l'ensemble fonctionne. Le bloc position loop est responsable de comparer la position commandée du moteur avec la position réelle, mesurée par l'encodeur. Cette comparaison est essentielle pour garantir que le moteur suit précisément la trajectoire ou le profil de déplacement prévu. Si une différence entre la position commandée et la position réelle est détectée, la boucle de position envoie des instructions correctives pour ajuster le mouvement du moteur. Cela permet de corriger toute déviation par rapport à la trajectoire prévue, assurant quand même une précision optimale dans la position du moteur, même en cas de perturbation mécanique ou de variation de charge. Ensuite, nous avons le bloc de contrôle courant. Alors, dans un système à boucle fermée, c'est bien plus qu'un simple régulateur d'alimentation. Il fonctionne en étroite collaboration avec la boucle de position et l'encodeur pour ajuster en temps réel le courant fourni au moteur. Ça garantit une réponse dynamique aux besoins du couple, minimisant les pertes d'énergie et corrigeant donc les erreurs de position. C'est cette régulation intelligente de courant qui permet au système de fonctionner avec une grande précision. Et enfin, nous avons le bloc puissance moteur qui joue un rôle important dans un système de contrôle de moteur pas à pas en boucle fermée. Il est important de noter que ce bloc se retrouve également dans les systèmes à boucle ouverte.
Son objectif principal est de convertir les commandes électriques modulées en puissance réelle qui alimente le moteur, tout en s'assurant que la séquence, la direction et la vitesse sont en parfaite synchronisation avec les besoins du système. Ce bloc constitue donc un élément clé pour garantir que le moteur pas à pas fonctionne de manière efficace. Un système en boucle fermée réduit le risque de surchauffe d'un moteur pas à pas, en ajustant dynamiquement le courant fourni au moteur en fonction de ses besoins réels. Alors, contrairement à un système en boucle ouverte, où le courant est appliqué de manière constante, un système en boucle fermée ne fournit que la quantité de courant nécessaire pour produire le couple requis à chaque instant. Cela empêche le moteur de fonctionner en surpuissance inutile, ce qui réduit considérablement la génération de chaleur. Prenons point par point ce qui pourrait améliorer ou prévenir la surchauffe au niveau du moteur. Nous allons donc examiner les principes généraux qui contribuent à une gestion efficace de la chaleur. Dans les systèmes en boucle ouverte, le moteur peut perdre sa position en cas de blocage ou de surcharge, car il n'y a pas de feedback pour informer le contrôleur de l'erreur. En revanche, un système en boucle fermée détecte immédiatement toute déviation grâce au codeur permettant au moteur de s'arrêter ou de corriger sa position, évitant ainsi une surchauffe due au fonctionnement prolongé sous contrainte. Les moteurs pas à boucle ouverte peuvent perdre leur synchronisation si le couple maximal est dépassé, ce qui peut entraîner une augmentation de la chaleur en raison des efforts supplémentaires pour compenser cette perte. En boucle fermée, le système ajuste le couple et la vitesse en temps réel, ce qui permet de maintenir des niveaux de chaleur plus bas en adaptant le courant aux besoins réels du moteur. Nous avons le troisième critère qui concerne la réduction de la consommation d'énergie. Alors, l'efficacité énergétique des systèmes à boucle fermée est non seulement favorable pour éviter la surchauffe, puisque toute énergie dissipée sous forme de chaleur est de l'énergie perdue, mais elle a aussi pour but de minimiser cette chaleur pour préserver le moteur. Lorsque nous atteignons ce résultat, cette efficacité peut être extrapolée à la robotique embarquée. En consommant moins d'énergie inutilement, le système embarqué fonctionnera donc plus longtemps, ce qui est particulièrement avantageux pour ce type de matériel. Ainsi, les résultats seront nettement améliorés dans les applications où l'autonomie est importante en utilisant ce système. Vous allez peut-être me poser une question, mais comment la consommation d'énergie est-elle réellement réduite? Techniquement, dans un système à boucle ouverte, le moteur pas à pas reçoit un courant constant, même lorsqu'il n'est pas nécessaire. Cette approche entraîne une surconsommation d'énergie et une génération excessive de chaleur. En revanche, un système en boucle fermée ajuste dynamiquement le courant fourni au moteur en fonction de ses besoins réels. Ça signifie que le moteur ne reçoit que le courant strictement nécessaire pour produire le couple requis. Par conséquent, on diminue la surchauffe du moteur. En évitant cette perte d'énergie sous forme de chaleur, on réduit effectivement la consommation d'énergie globale. Et enfin, la dernière question, qui n'est pas la moindre, l'efficacité du couple de maintien dans un système à boucle fermée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le couple de maintien est essentiel pour les applications où le moteur doit maintenir une position fixe sous une charge. Dans un système à boucle fermée, le contrôle précis du courant garantit que le moteur applique exactement le couple nécessaire pour maintenir la position, sans suralimenter le moteur. Lorsque la charge change, la boucle fermée ajuste automatiquement le courant pour fournir le couple de maintien requis, évitant ainsi une consommation d'énergie excessive, tout en s'assurant que le moteur reste stable dans sa position. En évitant de fournir constamment un courant élevé lorsque ce n'est pas nécessaire, la régulation en boucle fermée permet de réduire donc la consommation d'énergie et par conséquence de minimiser la surchauffe du moteur. Passons maintenant à cette troisième question, une question qui, elle, revient souvent. Qu'est-ce que les micropas et à quoi servent-ils dans le contrôle des moteurs pas à pas? Il est vrai que beaucoup ne maîtrisent pas exactement ce concept. Commençons donc par le début. Les moteurs pas à pas se déplacent par pas discrets. Chaque pas représente une fraction de révolution. Par exemple, un moteur pas à pas avec un angle de 1,8 degré nécessite 200 pas pour compléter un tour complet de 360 degrés. Cependant, ce mouvement discret peut entraîner une rotation non fluide et des limitations en termes de précision. Pour surmonter ces limitations, on utilise les micropas. Le terme micropas désigne une technique qui divise chaque pas complet en plusieurs pas plus petits, permettant non seulement d'accroître la fluidité du mouvement, mais surtout d'accroître la précision de positionnement du moteur pas à pas. Par exemple, un pas de 1,8 degré peut être divisé en 256 micropas,
donnant un angle de pas de 0,007 degrés, soit 51 200 micropas pour un tour complet. Cette augmentation du nombre de positions possibles permet donc un contrôle extrêmement précis du mouvement. Pour approfondir votre question concernant ce fameux tableau qui se trouve sur le driver, lorsque vous regardez ce tableau, où il est mentionné le terme pulse révolution, eh bien cela correspond au nombre d'impulsions nécessaires pour effectuer un tour complet du moteur. En fonction de la configuration de vos commutateurs, les switches, vous pouvez ajuster la précision de votre moteur pas à pas. Par exemple, si vous souhaitez obtenir une précision de 1600 impulsions par tour, vous devrez configurer vos commutateurs comme suit. SW5 sur off, SW6 sur off, SW7 sur on, SW8 sur on. Cette configuration vous permettra d'atteindre une précision de 0,225 degrés par impulsion. En d'autres termes, chaque impulsion déplacera le moteur de 0,225 degrés, ce qui vous donne un contrôle très précis du mouvement du moteur. Et nous arrivons maintenant à la quatrième question. Comment un encodeur suit-il la position d'un moteur et quelles sont les différences entre un codeur incrémental et un codeur absolu? Un codeur suit la position d'un moteur en convertissant la rotation mécanique de l'axe du moteur en signaux électriques que le système de contrôle peut interpréter. Il existe plusieurs types d'encodeurs, mais les plus couramment utilisés avec les moteurs pas à pas sont les encodeurs incrémentaux et absolus. Commençons par les encodeurs incrémentales. Cet encodeur génère un certain nombre d'impulsions par tour de l'axe du moteur. Chaque impulsion représente un déplacement angulaire spécifique. Le contrôleur compte ces impulsions pour déterminer combien l'axe du moteur a tourné depuis une position de référence, souvent définie avec le point d'origine. L'encodeur incrémental peut également fournir des informations sur la direction de la rotation en utilisant deux canaux déphasés. Voyons maintenant en détail comment ce disque est construit et comment il permet d'obtenir les différents signaux. Le disque d'un encodeur est généralement fabriqué en verre, en métal ou en plastique, avec une série de motifs tels que des fentes ou des lignes gravées en sa surface. Ce disque est directement fixé sur un support possédant un axe, l'ensemble étant appelé encodeur. En regardant de plus près, le disque comporte au moins deux pistes concentriques avec des motifs identiques, comme des fentes ou des marques qui sont régulièrement décalées l'une par rapport à l'autre, et ce décalage est typiquement de 90 degrés. Certains encodeurs incrémentaux peuvent également comporter une autre piste appelée piste d'index, ou Z, qui génère une impulsion unique par révolution. Les pistes A et B sont déphasées de manière à ce que les signaux générés par les deux capteurs soient en quadrature, c'est-à-dire que les deux signaux sont décalés de 90 degrés. Ce déphasage permet au système de contrôle de déterminer la direction de rotation en observant quel signal précède l'autre. À l'intérieur de l'encodeur, on retrouve des capteurs optiques alignés sur les pistes A, B et Z pour détecter les passages des marques du disque. Lorsque le disque tourne, les capteurs génèrent des impulsions correspondant aux transitions entre les zones claires et opaques du disque, créant ainsi les signaux A, B et Z. En ce qui concerne l'application des encodeurs incrémentaux, ils peuvent être montés sur un châssis pour suivre la progression d'un mobile ou derrière un moteur pas à pas pour corriger d'éventuels dysfonctionnements du moteur. Dans le cas du moteur pas à pas, l'encodeur est connecté au driver pour assurer une correction précise en temps réel. En revanche, un encodeur monté sur un châssis peut être utilisé pour suivre la position d'un mobile, comme un chariot par exemple. Bien qu'ils fonctionnent sur le même principe, ces deux applications d'encodeur remplissent des rôles différents. Toutefois, dans un système connecté à une unité centrale, si l'alimentation est coupée, l'encodeur perd sa position. C'est pourquoi un système de point d'origine est généralement utilisé, permettant de recalculer toutes les positions à partir de ce point d'origine une fois que le système est redémarré. Passons donc à l'encodeur absolu, qui fournit un code unique pour chaque position angulaire de l'axe. Cela permet au système de connaître la position absolue de l'axe à tout moment, sans avoir besoin d'une référence précédente ou d'un point d'origine. Ce type d'encodeur est particulièrement utile lorsque le système doit pouvoir connaître la position exacte même après une coupure de courant ou un redémarrage. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo qui visait à répondre à toutes vos interrogations. Nous envisageons d'adopter cette approche dans nos différentes playlists. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous répondrai sur le sujet en question. De plus, si certaines questions reviennent souvent, nous envisagerons de créer des vidéos spécialement dédiées à ces sujets dans les playlists concernées.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et là, moi, je vous dis donc au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.